Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, bonne année, je vous souhaite vraiment une excellente année manga 2023, on va commencer par ça. Et aujourd'hui on se retrouve mardi midi pour le premier manga vorace de l'année, et puis c'est le retour, petite pause donc en décembre d'un mois, et j'en ferai une autre d'ici le mois d'août, pour avoir le temps de lire des séries, pour avoir le temps de compléter mon retard, pour faire une petite pause et avoir le temps de respirer également, et finalement ça fait du bien, ça m'a manqué, et j'avais hâte de vous proposer le sommaire du jour avec Détonation, Baki, How Not to Summon a Demon Lord, les chroniques de la guerre de Lodos, et enfin un gros cycle de Berserk dont j'ai repris la lecture. Les mangas sont là, on en parle tout de suite après le générique. Alors bien sûr, vous pouvez comme d'habitude utiliser le chapitrage comme bon vous semble pour aller directement sur le manga qui vous fait le plus de l'œil. On va commencer ce manga vorace avec la lecture des tomes 5, 6, 7 et 8 de Baki que je vais prendre tout de suite. Voilà, ils sont là, ils sont arrivés dans le coffret que vous voyez là. Dans le même temps, je ne vous l'avais pas encore présenté, mais vous avez également le coffret Karakuri Circus qui est ici. Alors, avant de vous parler de Baki, vite fait, je vais vous montrer quand même le coffret sans faire tout tomber. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur vous avez pour les deux le même contenu, à savoir les 8 tomes dans leur perfecte édition, Baki et Karakuri Circus. Vous avez des posters, des marque-pages et 8 ex-libris qui sont vraiment magnifiques. Si vous voulez voir les ex-libris de Baki, je les présente dans une vidéo qui est sortie courant décembre avec un spécial unboxing Meian, il n'y a pas de souci, c'est d'ailleurs la vidéo concours. Résultat du concours vendredi prochain d'ailleurs, notez bien, le résultat du concours sera vendredi prochain. Et pour Karakuri Circus, vous avez exactement la même chose, le même contenu, mais de la même façon que Ed m'a laissé présenter Baki, je vais lui laisser le soin de faire la comparaison entre les deux. Voilà, chacun un petit peu d'exclusivité, ça fait pas de mal non plus. Voilà pour le coffret Baki, ils sont vraiment excellents, vraiment. Après, il y a les goûts et les couleurs, vous en préférez l'un ou l'autre, ça c'est pas un souci, mais en niveau qualité, c'est exactement pareil, et c'est un niveau très élevé de qualité, je peux vous le dire. Donc, Baki, les tomes 1, 2, 3, 4 étaient sortis en avant-première, en petite avant-première, en bonne avant-première à la Japan Expo, donc là on attendait bien sûr impatiemment, en tout cas moi j'attendais impatiemment la réception et la lecture des tomes 5, 6, 7 et 8. Je vais les poser parce que ils m'embêtent un petit peu, hop, voilà. Et je peux vous dire que donc j'étais vraiment impatient et que je n'ai pas été déçu. Baki va nous parler de l'histoire d'un collégien, lycéen, on est à peu près entre les deux, qui est vraiment très fort en baston, qui semble même être intouchable, puisque lui, finalement, ses objectifs, c'est même pas d'être le meilleur, c'est de pouvoir battre éventuellement son père, c'est un petit peu comme ça que c'est présenté, qui est a priori l'homme le plus fort du monde. Donc il n'est pas en train de se dire est-ce que je vais gagner ou pas contre tel adversaire, puisque lui son objectif est déjà bien plus haut. Et c'est vrai que ceux de son âge sont même pas des adversaires, et même les adultes, en tout cas pour les premiers tomes, semblent être définitivement déjà plus faibles que lui. Alors on va évidemment avoir des personnages qui sont de plus en plus costauds, qui non seulement sont costauds mais se font battre par d'autres personnages encore plus forts avant que même aillent rencontrer Baki. Voilà un petit peu l'histoire des 4 premiers tomes avec de la grosse baston, et on avait un parallèle évident, mais vraiment évident, avec Kengan Ashura, que je me plante pas, voilà, Kengan Ashura, c'est vrai que voilà, on a un héros qui est fort, qui est costaud, qui progresse à chaque fois, on sent une puissance, on sent une énergie dans le trait, parce que c'est vraiment une lecture au niveau du trait qui est très appréciable, avec un style caractéristique, particulier, c'est vrai qu'on aimera ou on n'aimera pas, n'empêche que ça rend incroyablement service au manga, et même le format rend incroyablement service au trait et à la dynamique de l'histoire en fait, parce que vous allez enchaîner les pages à une vitesse et avec un plaisir assez rare, faut bien le dire. Moi j'avoue que j'ai rarement eu autant de plaisir à enchaîner une lecture comme ça de 4 tomes qui sont quand même relativement épais, et ça passe à une vitesse, mais c'est assez incroyable. Oui, c'est très popcorn parce que c'est un manga de sport et qu'il y a de la baston, mais je vous l'avais dit lors des premiers de ma première impression de lecture, que par rapport à Kengan Ashura, on avait une espèce de background, de scénario qui semblait être quand même plus sérieux et plus légitime que celui de Kengan Ashura, où vous avez les entreprises là en fait qui ne justifient que des combats, et c'est un scénario parallèle mais vraiment en option entre guillemets quoi.
Alors que dans Baki, à la fin des 4 premiers tomes, il y avait cette sensation que ça pouvait laisser présager quelque chose, un background, qu'on allait a priori en découvrir un peu plus. Patatras, les tomes... Patatras, j'ai raison en fait, parce que les tomes 5, 6, 7 et 8 vont nous faire découvrir Baki un peu plus jeune, comment il va s'entraîner, pourquoi il veut devenir le plus fort. On va faire la rencontre de son père, on va voir un petit peu aussi qui est son père de façon plus développé, sa mère aussi, donc en fait il y a tout un univers familial autour de Baki qui va se construire et qui va justifier en fait ce qu'on a découvert au premier tome. Et donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas un flashback, hein, c'est véritablement, vous avez découvert l'histoire sur 4 premiers tomes, puis vous la redécouvrez sur les 4 suivants, et ça justifie, en fait, les 4 suivants justifient le scénario et le rythme et les objectifs de votre première lecture des 4 premiers tomes. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Moi je m'y attendais pas, je pensais qu'on allait enchaîner des combats comme ça, comme Kengan, et non, j'avais raison, il y a vraiment un scénario plus lourd de sens, qui rend vraiment l'ensemble intéressant. Et j'ai qu'une chose à dire, vivement les 4 prochains en vérité. Et moi je vous recommande, profitez de l'abonnement encore une fois, parce que le coffret, il est de taille, au sens propre comme au sens figuré. Et je sais pas si on fait mieux actuellement. Voilà, je sais pas si on fait mieux actuellement en termes de produits. Honnêtement, c'est vraiment top. Allez, suivant. Alors, on va enchaîner maintenant avec une réception. C'était à l'intérieur d'un des 2 coffrets, je sais plus lequel, mais enfin voilà, j'avais eu dans mon colis Meian la réception, et donc la découverte de, que je me trompe pas, How Not to Summon a Demon Lord. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, de la même façon que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec The Undead Unwanted Adventurer et Demon Lord in One Room Hero. Et pourquoi je vous parle de ces deux-là ? Parce que ces deux-là, je les ai aimés, et celui-ci, je l'ai aimé aussi. Alors de quoi ça parle, avant de vous donner mon avis ? Vous avez un joueur. Voilà, un joueur de jeux vidéo japonais qui est enfermé, reclus dans sa chambre et qui joue à un jeu, j'ai plus le nom du jeu, mais en tout cas, il interprète un héros, Diablo, donc le roi démon, qui est à un niveau dans ce jeu qui est absolument mais intouchable. Et les autres joueurs, parce que c'est un jeu en ligne, essaient de le battre. Bon, manifestement, il est trop fort et il a une réputation d'imbattable. Et puis patatras, voilà qu'il est invoqué dans le monde en question, dans le jeu en question. Alors on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi, mais c'est pas très grave pour l'instant. Et il est invoqué dans ce monde sous le personnage de Diablo, et il possède exactement les caractéristiques et les items et les compétences et la magie et le pouvoir et le niveau qu'il avait au moment où il était en train de jouer. Et en fait, il est hyper cheaté, le gars. Il est hyper cheaté dans un monde en plus où quand vous mourrez, vous mourrez. Là, lui, au début, il est dans un jeu vidéo, donc quand il meurt, il recommence. Quand il est invoqué dans ce monde-là, quand vous mourrez, vous mourrez. Et donc, tous les personnages qu'il va rencontrer, et qu'il connaît déjà, parce qu'il sait qui est qui à peu près la plupart du temps, hein, il est vraiment réincarné dans le jeu, ces personnages-là ont peur de mourir. Donc, automatiquement, ils ne développent pas forcément beaucoup de compétences et sont relativement faibles. Ce qui fait qu'il y a un écart, déjà que en tant que joueur, il était très fort, mais là, il y a un écart incroyable entre lui et le niveau global de l'univers dans lequel il vient de débarquer. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il a été invoqué par 2 femmes personnages, alors une Panthérion et une elfe, aux formes surdéveloppées pour l'une d'elles en tout cas, et il est trop fort. Donc le rapport, il était censé être l'esclave, enfin en tout cas l'esclave de ces 2 femmes, et finalement le rapport est inversé parce qu'il est beaucoup trop fort, et il possède un item d'inversion des sorts, c'est-à-dire que si vous lui jetez un sort, en fait il le renvoie. Voilà un petit peu comment ça démarre, je spoile pas, hein, parce que ça apparaît vraiment dans les 10 premières pages. J'ai été regarder l'épisode 1 de l'animé également, voilà, ça marche très très bien, et c'était une bonne surprise d'ailleurs cet épisode 1, j'ai beaucoup aimé le regarder, et c'était vraiment sympa et très frais à lire, avec des dessins qui sont relativement classiques, plutôt dynamique, plutôt fin. C'est vrai que c'est léger, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours du décor partout, mais c'est pas très grave parce que dans ce genre du manga, vous savez, ce que vous aimez, c'est un petit peu les situations humoristiques et la fraîcheur qui s'en dégage. Donc il faut que la lecture puisse être fluide et dynamique, donc c'est le cas. Et puis ce que j'aime bien aussi dans ce genre d'histoire, c'est les pensées du héros. Très souvent dans les isekai comme ça, quand on voyage dans un autre univers, vous avez automatiquement une narration à la 3e personne. Les personnages pensent et se demandent ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont au courant forcément de l'univers, des qualités, des défauts, de leurs propres forces, et ils savent un petit peu comment faire. Et je me suis fait avoir avec Shangri-La Frontière, je me suis fait avoir avec The Unwanted Adventurer, je m'étais fait avoir avec les premiers tomes également de Moi quand je me réincarne en slime, et là je viens de me faire avoir avec How Not to Summon a Demon Lord. C'était vraiment une bonne lecture popcorn comme je les aime.
et bah j'ai bien envie de continuer la série en vérité, hein, je vous le dis très honnêtement, j'ai apprécié ma lecture. Il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de mystère, il y a pas mal de magie, on a un héros qui est complètement cheaté mais qui, même s'il est un roi démon, n'a pas forcément envie de tout éclater sur son passage. Par contre il fait bien comprendre que a priori c'est lui le plus fort, même si il tâtonne encore un peu dans cet univers et il essaye de voir un petit peu jusqu'où il peut aller parce qu'il se rend compte des écarts. C'est marrant, ça laisse présager plein de choses assez drôles, franchement. Il y a quelques petits bonus en fin de manga, de gags 4 cases qui sont plutôt sympathiques aussi, j'ai trouvé ça drôle. Bref, c'est une réussite et c'est une bonne surprise. Moi, je m'y attendais pas. Oui, j'ai envie de découvrir la suite en tout cas. Suivant. Allez, on enchaîne avec un manga que vous attendez, vous le voyez, voilà, c'est Berserk, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, j'avais fait la découverte des tomes 1 à 13 de Berserk, et là, ça avait été une de mes meilleures lectures manga sur ce cycle, c'était incroyable. Et donc, j'ai profité de cette petite pause pour faire la lecture, j'estime, d'un second arc jusqu'au tome 21. Donc, c'est, comment ça s'appelle, les châtiments, l'ère des châtiments, je crois. C'est quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. L'ère des châtiments, voilà. Donc j'ai l'impression que ça se termine au tome 21. En tout cas, au tome 22, il y a un autre nom. Donc oui, on va considérer que c'est un arc. Mais effectivement, le chapitrage des livres est plutôt sympathique pour ça, parce qu'on a moyen de se repérer et de savoir quand arrêter la lecture. Donc j'ai décidé volontairement de m'arrêter au tome 21. Volontairement, mais à contre-cœur. Sans déconner, Berserk, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, ce manga, mais c'est dingue. Alors, il y a énormément de choses à dire. Déjà, quand vous avez terminé les 13 premiers tomes, vous vous êtes pris tellement de coups de poing en pleine tronche, notamment à la lecture des tomes 12 ou 13, que j'avais peur. J'avais peur du tome 14. Et honnêtement, à juste titre, parce que le rythme redescend automatiquement dans ce tome 14. Non pas que ce soit moins bien dessiné, non pas que ce soit moins bien scénarisé, mais on est tellement monté en intensité, on est dans le culte, que là, en fait, vous redescendez juste dans l'excellent ou du très bon. Alors voilà, vous voyez l'échelle de niveau, hein, quand même. Mais ça reste un peu moins bien. Et il y a un ou deux tomes, avec l'épisode de l'arbre et des elfes, je me dis, punaise, ça ralentit quand même beaucoup là. Et finalement, de la même façon que du tome 1 à 13, on monte, et on voit tout le puzzle s'agencer, et on voit tout le scénario arriver, et on voit toute la dramaturgie et la fatalité du titre, parce qu'en fait, c'est un titre qui est noir, quoi, mais c'est un titre qui est Guts, il est d'une solitude, même quand il est entouré des gens qu'il aime, ou en tout cas des gens qui semblent être avec lui de son côté, eh ben il dégage une solitude, une noirceur et une haine quand même, c'est triste pour lui, quoi. C'est absolument hallucinant. Bon, on va y revenir. Et du coup, du tome 14 au tome 21, comme je vous le disais, ça monte, et ça reprend exactement la même formule que pour jusqu'au tome 13, c'est-à-dire que on a un dénouement, et puis on a de l'action, on a des dessins, et ça explose dans tous les sens, l'intensité ne fait que grimper, et ça rend le cycle mais captivant, parce qu'on sait en fait. En plus, il y a des révélations, en plus il se passe des moments de dévoilement, de scénario, alors j'allais dire de personnages, mais pour l'instant ça me paraît bizarre de dire personnage avec cette espèce de... mais vous savez de quoi je parle là, t'as une bouche là, du Picasso là, et il se passe... Enfin, on le voit pas venir, quoi, moi je l'ai pas vu venir, et puis il se passe des révélations, et puis là vous dire, putain mais c'est grandiose, quoi. Alors les dessins, je sais pas si j'ai vu mieux dessiné que Berserk. Je sais pas, j'ai beau réfléchir, alors il y a Vagabond là qui est à côté de moi, que je trouve absolument fabuleux, qui démarre à un niveau et puis qui est très particulier en plus dans sa technique, mais Berserk, c'est fou, quoi, parce que c'est noir, mais ça reste fin, c'est glauque et vraiment intense et vraiment noir encore une fois, mais on comprend tout. On a des traits qui des fois sont d'une finesse hallucinante, et puis des fois sont presque maladifs, quoi. C'est presque dérangeant, c'est des traînées un peu comme du Takahashi, d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure, mais c'est incroyable, il n'y a pas une case qui n'est pas avec du décor, il n'y a pas une case qui n'est pas avec une sensation de douleur, de combat, je sais pas quoi dire, les mots sont difficiles à trouver, tellement le niveau qualitatif du scénario, du dessin, de la sensation de lecture est dingue.
Et je vous dis, Guts, moi j'ai pitié pour lui quoi. On a l'impression qu'il est tout seul ce gars-là et que il n'a pas le choix quoi. Et pourtant il attire du monde autour de lui, hein, comme un vrai personnage manga, hein. Il dégage une aura, mais il y a une noirceur, il y a une douleur et cette sensation d'avoir été, bon je vais pas trop dire trop de mots parce que si vous ne connaissez pas le titre, ce serait un mot déjà qui spoil beaucoup trop, mais bref, je vous conseille absolument. Donc, si vous voulez démarrer Berserk, du 1 à 13, il faut prendre tous les titres d'un coup. Et ensuite du 14 à 21. Après, pour l'instant, j'ai pas lu, donc on en reparlera dans quelques temps, dans quelques semaines peut-être, parce que j'aimerais bien lire Kingdom, et j'aimerais bien me faire du Jojo, et j'aimerais bien me faire également Space Brothers. Donc bon, on va reprendre un rythme, on verra, mais Berserk, c'est clair que à la prochaine pause, ou dès que j'ai le temps, je me refais le second cycle. Je vais juste regarder, à moins que vous pouvez me le dire dans les commentaires, si vous le savez, combien de tomes dure le prochain cycle, et selon le nombre de tomes, alors peut-être que je démarrerai très très vite, mais Berserk, c'est must-have, c'est tout en haut, tout en haut, tout en haut, à avoir absolument dans une mangatech. Attention, c'est pour public averti quand même, et il y a des scènes, hein. Attention. Allez, suivant. Et on va enchaîner avec un auteur que j'adore également, Tsutomu Takahashi, et on m'a prêté les tomes 1, 2 et 2 de Détonation, voilà, que vous pouvez voir dans la collection Pika Graphique. Alors déjà, premier point négatif avec ce titre, c'est que il est très difficilement trouvable à un prix correct désormais. Ça, c'est le premier point noir. Donc moi qui adore l'auteur, il va falloir que j'attende une réédition. Deuxième point noir, c'est le prix. Chaque manga, alors c'est en 2 tomes, hein, c'est une intégrale en 2 tomes, mais est à 20 €, hein, c'est indiqué, donc 20 € pour ça, et 20 € pour ça. Quand vous savez que j'ai fait l'acquisition de Samurai non grata, qui est au même prix, 20 €, et qui est de cette épaisseur-là, je trouve que là, Pika, ils abusent, puisque ça nous fait une intégrale à 40 €, c'est costaud quoi. Donc si Pika Graphique nous ressort, si Pika nous ressort dans Pika Graphique Détonation en un seul tome, j'ai du mal à croire qu'il puisse être à 40 €. Je suis pas sûr. Donc j'espère qu'il sera à 20, 25, je sais pas, 20. Et j'espère une réédition. Parce que oui, c'est un manga que j'ai énormément aimé lire, parce que c'est un auteur, vous le savez, que j'affectionne particulièrement, et Détonation n'échappe pas à la règle. De quoi ça va nous parler? Ça va nous parler d'un jeune, on va faire la rencontre d'un jeune personnage principal qui rend visite à, j'allais dire, une personne plus âgée, plus malade, mafieuse en tout cas, qui va bientôt décéder. Et plutôt que d'être dans cette douleur-là, il demande, parce que c'est un Yakuza, il demande à ce jeune de le tuer. En vérité, il a une arme à feu et il voudrait mourir en fait de la main de ce jeune homme. Coup de pistolet, terminé, on n'en parle plus. Il lui demande en plus de réaliser une mission. Alors je vous en dis pas trop parce que c'est en 2 tomes, ça va vite, ça se lit vite, Tsutomu Takahashi, donc si je vous en dis trop, j'ai des chances de spoiler. Toujours est-il qu'il se retrouve avec une mission à réaliser après avoir tué cet homme, parce que ça va avoir lieu. Si ça n'a pas lieu, il n'y a pas d'histoire. Donc ça, je peux vous le dire. Et à partir de là, à partir de ce coup de feu, c'est Détonation en fait, ça va être une avalanche. Ça va être une avalanche dans tout ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme, dans tout ce qu'il y a de plus noir, dans tout ce qu'il y a de plus sale, dans tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Il n'y a absolument rien de bon dans Détonation. Et quand vous avez l'impression que les personnages vont enfin entrevoir un espoir, enfin entrevoir un peu de lumière, c'est qu'une illusion en fait. Voilà, c'est un manga décadent, c'est un manga qui vous fait sombrer, je vous dis, dans tout ce qu'il y a de plus glauque, de plus vicieux, de plus maladif, c'est une descente aux enfers hein, dans le monde des Yakuza, et ouais, vous prenez une lecture là, coup de poing aussi. Je peux vous dire que vous vous en sortez pas tout à fait indemne. Le manga vous prévient d'ailleurs dans son petit synopsis que c'est une lecture qui vous en met plein les yeux, ou qui vous en met plein la tronche. Et c'est vrai, je confirme que le manga est quand même salement noir. En plus, vous le savez, Tsutomu Takahashi, il a l'habitude de nous présenter des titres avec son trait si particulier. C'est épais, c'est glauque, c'est noir, c'est intense, c'est dense, c'est sale, il y a de la matière, ça je l'ai déjà dit plein de fois, là ça n'échappe pas à la règle. Mais en plus, si vous associez le style de cet auteur avec un univers qui se nourrit de ce style-là, vous avez une espèce de symbiose maladive entre les deux, c'est absolument des fois dégoûtant, quoi. Voilà, c'est tout est noir, tout est noir, et ouais, et pourtant, moi j'ai adoré la lecture. J'ai adoré la lecture parce que j'aime cet auteur, parce que je trouve que c'est
hyper bien réalisé, parce que j'ai conscience que finalement c'est des choses qui, même si c'est une œuvre fictive, bah, c'est un drame qui pourrait être vrai en fait, quoi. C'est quelque chose qui pourrait être réel, c'est quelque chose où en tout cas il y a plein de parties réelles, il a tout associé ensemble pour donner finalement une espèce de mélange, mais où on peut pas faire pire, j'ai l'impression qu'on peut pas faire pire. C'est waouh, il n'y a pas à dire, c'est un auteur qui vous laisse pas indifférent, quoi. Allez, sûr. Et on va conclure cette semaine ce manga vorace par la découverte d'un tome 1, Les Chroniques de la guerre du Lodos. Alors, est-ce que vous vous en rappelez de Les Chroniques de la guerre du Lodos dans les années 90? C'était pas un manga, c'était un animé en fait, et ça faisait partie des rares animés disponibles. Je crois que c'était peut-être passé sur Canal+, et puis il y avait peut-être en VHS, et puis après en DVD, ça faisait partie de ces rares animés disponibles, et qui suscitait en fait une envie, un fantasme, l'imagination. En plus, on avait ce monde un peu jeu vidéo, RPG, avec un elfe, enfin, il y avait tout pour plaire, il y avait vraiment tout pour plaire, et j'ai toujours eu cette frustration d'avoir l'impression d'avoir jamais pu mettre la main dessus, d'avoir jamais pu trop découvrir, tout en sachant quand même de quoi ça parlait, tout en développant ce côté Heroic Fantasy, Final Fantasy. Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose de lié à tout ça. Et ça nourrissait, quoi, ça nourrissait cette envie de découvrir ces univers. Alors maintenant il y a des isekai et tout, il y en a plein, puis des jeux vidéo il y en a plein, donc c'est vrai qu'on est gavé de ça. Et donc j'étais curieux quand je l'ai vu dans la boîte, parce que je m'y attendais pas, hein. J'ai été curieux de découvrir les chroniques de la guerre du Lodos, la couronne du serment, attention. Et ça se passe bien après Lodos, bien après les personnages qu'on a pu découvrir. Et, en revanche, et il y a un petit côté Frieren à ça, vous avez notre elfe, qui est immortel en fait, et qui est encore là. Alors on la voit pas tout de suite, bon, vous vous en doutez, hein, là c'est pareil, je spoil pas, de toute façon elle est sur la cover, et puis si on se retrouve pas avec cette impression d'avoir les mêmes personnages, ça ne marcherait pas. Mais voilà, le manga va se construire petit à petit, expliquer que le royaume de Lodos, il est en danger, qu'il y a plein d'enjeux politiques qui sont en train de se mettre en place parce qu'une nouvelle guerre va éclater, parce qu'on sent toute la... on sent toute l'intensité politique, on sent qu'il y a énormément de stratégies, de choses qui sont en train de se mettre en place tout au long des premiers chapitres, peut-être même un petit peu trop par rapport à l'action. C'est vrai que les enjeux politiques se mettent en place et mettent pas mal de temps à se mettre en place avant que vraiment on ait l'impression que l'aventure commence. Et c'est vrai qu'à un moment on dit allez, ça démarre, quoi, parce que moi j'étais impatient de voir nos personnages et de voir un petit peu comment ça allait se passer. Je vous en dis pas trop parce que ce serait vous gâcher un peu le plaisir, mais le manga évidemment monte en intensité, monte en scénario pour enfin arriver à la fin du tome à ce qu'on avait envie de voir, en fait, ce qu'on voit sur la cover, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Est-ce qu'il y aura davantage d'action ou pas? Je sais pas trop, j'espère. J'espère, ce serait dommage quand même. Ce serait dommage que le manga se contente d'être aussi narratif et explicatif dans ses enjeux. Moi, je pense, c'est évident que le côté Heroic Fantasy et action, MMORPG, tout ça, va forcément prédominer. Là, on était vraiment dans une sorte de prologue en fait, un petit peu comme quand vous démarrez le tutoriel d'un jeu vidéo. Là vous êtes un petit peu dans le tutoriel du manga et vous avancez tranquillement vers ce qui va se passer, vers ce que ça va être, vers la grande bataille, et donc tous les ingrédients et toutes les pièces du puzzle s'articulent, se mettent en place pour nous livrer, on sait pas, on verra bien avec le tome 2. Chronique de la guerre du Lodos, donc voilà, écoutez, c'était le premier manga vorace de l'année, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi ça faisait longtemps, j'avais hâte de reprendre du service. Vendredi prochain il y aura le résultat du concours et une découverte d'une vidéo unique, mais vraiment unique en son genre. On verra ce que ça donne. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis